Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. À Parakou, l'ancien président Boni Yayi s'est prononcé ce dimanche sur le souhait de réconciliation de son successeur, Patrice Talon, face aux militants du parti Les Démocrates. À suivre dans cette édition l'analyse émise par l'ancien bâtonnier Jacques Migan. Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné il y a quelques jours la réouverture des frontières bénino-nigérianes. Une décision appréciée de part et d'autre dans cette édition. L'acteur politique et citoyen béninois Abraham Zizinoui opine sur cette actualité. La situation de la presse en ligne au Bénin était au cœur des échanges du premier panel des causeries Café Média Plus. La semaine dernière, le vice-président du Répromed, Loris Rounon, a longuement abordé la question. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü 2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. L'ancien président Boni Yayi s'est rendu à Parakou le dimanche 20 décembre 2020. Le président d'honneur du parti de l'opposition, les démocrates, a mentionné dans ses propos que Patrice Talon chicote son peuple avec sa gouvernance. Ces propos ont été commentés par l'ancien bâtonnier Jacques Migan au micro d'Abdelkader Achirou. Le président Boni Yayi a été président pendant 10 ans. Et il me semble qu'il n'a jamais pensé que quelqu'un pourrait venir et faire mieux, et aller très loin. Il n'a jamais pensé à ça. Il a cru qu'il est le président qui a mis la barre à un certain niveau qui ne pourrait pas être atteint et dépassé. Le président Boni Yayi est resté 10 ans aux responsabilités. Il a fait son devoir. La mission que le peuple lui a confiée. Le président Patrice Talon est arrivé et en moins de 4 ans, il a également fait son devoir. Et ce que le président Patrice Talon a fait en 4 ans dépasse largement, je dis bien largement, ce qui a été réalisé pendant les 10 ans du président Boni Yayi. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'eau. Le président Patrice Talon, quand il est arrivé aux responsabilités, le taux d'accessibilité à l'eau potable en République du Bénin était à 42%. Je dis bien à 42%. De 1960 à 2016. Et quand il est arrivé aux responsabilités, le président Patrice Talon, en 2016, ce taux d'accessibilité, il a porté à 70%. Je ne sais pas si vous voyez la différence de ce qui a été réalisé en 4 ans. Ce qui veut dire que Talon a fait en 4 ans
ce qui a été fait en 12 ans. Voilà l'eau. Je prends le cas de l'énergie électrique. Avant que le président Patrice Talon n'accède à la responsabilité suprême, le Bénin vivait dans l'obscurité. Le Bénin vivait dans le noir. Ce qu'on appelait le délestage. C'est-à-dire, on délaisse une zone pour satisfaire une autre zone. À l'heure où je vous parle, l'électricité est une réalité au Bénin. Le président Patrice Talon a permis à tous les Béninois, sans exception, de pouvoir enfin vivre normalement. Il n'est plus question aujourd'hui de fermer les entreprises parce qu'il y avait coupure d'électricité. Les ménages, les artisans, tout le monde loue aujourd'hui ce qui est réalisé aujourd'hui en matière d'énergie électrique et qui contribue au développement, puisque les statistiques ont révélé qu'hier encore, avant 2016, il y a eu une chute terrible de la croissance à cause de cette énergie qui faisait défaut. Mais aujourd'hui, vous avez vu la croissance du Bénin. On avait maquillé les chiffres de la croissance qui était à 2%, on nous faisait croire qu'il était à 5%, alors que tout le monde sait que sans énergie, sans d'autres choses, vous ne pouvez pas aller à développement. Aujourd'hui, l'investissement est une réalité, le développement est une réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'énergie électrique qui permet le bon fonctionnement des entreprises, des ménages, ainsi de suite. Alors, comment voudriez-vous que le président Boni Yayi, devant de telles réalités, de telles réformes, de telles actions, puisse être content? Alors que je vous disais tout à l'heure qu'il avait mis, il pensait avoir mis la barre à un certain niveau qu'il ne pourrait jamais dépasser. Je vous ai dit que cette barre, non seulement a été atteinte, ce niveau, pardon, a été atteint, mais ce niveau est dépassé, largement dépassé. Et ça ne plaît pas au président Boni Yayi, qui est entré dans une colère, dans une haine, dans une rancune, à travers l'homme qui est en train de faire ce travail aujourd'hui, c'est-à-dire le président Patrice Talon. Les réalités sont là, les réalisations sont là, les actions sont là, les réformes sont là. Le président Boni Yayi doit comprendre que chaque président qui arrive aux responsabilités, c'est pour accomplir une mission. Il a accompli la sienne, mais qu'il laisse le président Patrice Talon travailler, au lieu de s'en prendre à sa personne. Et quand est-ce que nous observons? Il ne critique pas les actions du président Patrice Talon. Il critique, c'est-à-dire, il porte atteinte à la personne du président Patrice Talon. Qu'est-ce que le président Patrice Talon a à y voir? Pourquoi peut-il nouer une telle haine étroite, mesquine, à l'endroit du président qui lui tend la main pour une concorde de tout le monde, pour que tout le monde accompagne le développement que nous vivons? Et vous avez certainement observé que partout où le président Patrice Talon passe, comme c'était le cas dans le Septentrion à Parakou, le président Boni Yayi passe par là pour essayer de démolir ce que le président Patrice Talon a eu à dire, a eu à faire. Mais les réalités sont là, les réalisations sont là. La réouverture des frontières bénino-nigérianes depuis la semaine dernière facilite les échanges commerciaux entre les deux pays. Cette situation qui réjouit bon nombre de citoyens de part et d'autre a été appréciée par Abraham Zizidoué, citoyen béninois et acteur politique, au micro d'Abdelkader Achirou. Tout citoyen béninois doit se féliciter de la réouverture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu fermeture, mais c'est, disons, la première fois qu'elle a duré aussi longtemps, plus d'une année. Bon, j'ai eu déjà à opiner sur la question au début de la fermeture. Je disais qu'il y a le principe intangible de la souveraineté des États. En cela, il n'y a pas de grand État, de petit État. Tout État est souverain. Et en cela, pour les raisons qui ont été évoquées en son temps,
je disais que le Nigeria a ses raisons de fermer la frontière malgré l'existence de plusieurs accords, notamment l'accord de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Vous savez, tout accord, tout principe a des tempéraments. C'est vrai, ce principe existe, mais il y a toujours des limites. Et quelques limites, c'est la santé, c'est la sûreté et la sécurité. Quels que soient les accords que vous avez de libre-échange, de libre circulation, la souveraineté du pays s'exerce, que ce soit un petit pays ou un grand pays, quand il y a des questions de santé, de sûreté et de sécurité. Et c'est ce que le Nigeria a fait jouer en fermant unilatéralement. Disons qu'en le faisant, il y a nécessairement des conséquences défavorables pour les deux pays, pour les ressortissants des deux États, surtout les frontaliers qui vivent au jour le jour, n'est-ce pas, d'achat et revente. Mais nous devons aller plus loin pour voir la géopolitique de notre pays. Parce que ça se répète chaque fois pour que nous puissions avoir des politiques durables. Moi, j'ai l'habitude de dire que notre pays est situé entre l'enclume nigériane et le marteau francophone. Le Bénin, la géopolitique du Bénin, c'est entre l'enclume nigériane et le marteau francophone. Au Bénin, de pouvoir vivre et survivre dans cette géopolitique que je viens de citer, nous avons d'un côté l'enclume nigériane, le marteau francophone. Le Bénin doit trouver son chemin. Et je crois que ce qui vient de se passer a montré la capacité de résilience du Bénin. Évidemment, quand on se place au niveau micro, on n'a pas les mêmes réactions. Celui qui vit de ça, dès que c'est fermé, il est dans tous ses états, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, il faut courir, il faut faire ci, il faut ça, c'est humain. Mais au niveau macro, nous devons pouvoir dire que le Bénin doit pouvoir atténuer à défaut de résister au choc exogène. Nous avons déjà les problèmes de monnaie, nous avons les problèmes de... Alors, donc le Bénin doit pouvoir se situer dans cette géopolitique et je crois que cette fermeture, contrairement à ce que certains disent, a été une opportunité. C'est vrai, dans l'immédiat, nos bonnes femmes qui vendaient de tomates n'ont pas pu. Mais le Bénin a essayé de parer au plus pressé. Et ça nous permet de mettre notre économie dans la durabilité, voire désormais, ce n'est pas la revente seulement, mais c'est la production. Nous devons, à partir de cela, opter résolument pour la production. Tout ce que nous allons produire avec un tel marché qui est à notre porte, doit pouvoir permettre au Bénin de s'en sortir. Nous devons profiter légalement, sainement de cette proximité et non de ce qui se fait contrebande, parce qu'en fait, quand on parle de contrebande, ce n'est pas que les Béninois, c'est également les frontaliers nigériens, que nous puissions mettre des politiques publiques en marche de manière à ce que les deux peuples, les deux populations, les deux États, nous puissions vivre parce que nous sommes liés par la nature au Nigeria. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas demandé à être là. Le Nigeria n'a pas demandé à être là. Donc par la nature, nous sommes liés au Nigeria. Par l'histoire, nous sommes liés au monde francophone. Donc le Bénin doit pouvoir trouver sa place dans cette dialectique, dans cette géopolitique que je viens de définir comme l'enclume nigériane, le marteau francophone. Restons avec Maître Abraham Zizilohwe qui donne son analyse des commentaires faits dans le rang
de l'opposition au sujet de cette fermeture des frontières avec le Nigeria. Il est toujours au micro de Kader Achiro. Le moment où la fermeture est intervenue peut être interprété comme une sorte de pression. Ça, personne ne peut dire le contraire, mais ce qui est heureux, c'est que si c'était pression, cette pression a échoué, puisque le Bénin est demeuré le Bénin, malgré quelques mécontentements de quelques particuliers, de quelques individus béninois qui vivent de ça. La pression politique n'a pas marché et c'est ça que je vous expliquais, que la souveraineté est un principe intangible. Je crois que nos frères, nos amis opposants ont intérêt à ne pas se cacher derrière des épouvantails étrangers pour résoudre les problèmes du Bénin que nous avons. C'est ici, c'est au Bénin. Ce n'est pas l'étranger qui viendra régler les problèmes de démocratie au Bénin. L'étranger a plus de problèmes de démocratie que le Bénin. Je crois que nos frères qui se trompent de chemin, tantôt c'est le Nigeria, c'est la CEDEAO ou une certaine cour, dit-on africain, qui n'est même pas une cour permanente, où les juges ne sont pas permanents, ou si c'est des juges qui viennent par moment, ou la fragilité. Les gens qui se cachent devant ces épouvantails étrangers sont dans le déni, de la démocratie, dans le déni. Vous savez, au nom des libertés, nous sommes à l'heure de la régulation des libertés. Si on ne régule pas dans les libertés, nous allons tomber dans la violence facile, inutile. Ce sera la loi de la jungle, du plus fort. Or, ce n'est pas ça que nous voulons pour notre pays. Nous voulons la paix. Et quand on veut la paix, on a le langage de la paix. On n'est pas dans une posture guerrière, des rhétoriques. Non, quand on veut la paix, on n'est pas dans ça. La violence est étrangère au lexique démocratique. Talon est venu par les unes. Talon n'en repartira que par les unes. Or, si vous vous rappelez, depuis l'appel de Jeffa, il n'y avait pas encore la 8e législature. Il n'y avait pas encore... On voulait délégitimer Talon pour dire il faut la désobéissance civile, il faut qu'il parte dans les 48 heures. Donc une opposition radicale. Hein, j'ai dit, c'est une erreur. Les autres, qui sont de véritables démocrates, qui se sont laissés berner, engluer par une radicalité, ce n'est pas vrai. Le seul qui a le monopole de la violence légitime, c'est l'État. Les groupuscules de chasseurs de cela, ils perdent leur temps. On parle, ainsi, si vous permettez, je dis un mot, on parle d'assises nationales. Pour faire l'assise de 89, c'est en 2 ou 3 mois qu'on fait des assises nationales de cette envergure. Non, il faut que l'opposition dissocie les problèmes de court, moyen et long terme. Ce qu'on peut régler là, moi j'ai vu le récépissé des démocrates qu'on a montré comme un trophée de guerre, mais c'est bien, moi je dis bravo. Mais comment ils ont fait pour avoir ce trophée-là? Mais qu'ils fassent de même chose pour avoir le parrainage. Hein? Mais le président Talon n'est pas venu candidat au Bénin après des assises nationales. Non, les gens sont dans le déni de la démocratie. Les gens voient la réalité et font autre chose. Qu'ils cessent de mentir à ce peuple. La première communication du Café Média Plus du vendredi 18 décembre 2020 a abordé les contraintes de la presse en ligne au Bénin dans ce contexte où aucune presse en ligne n'a reçu pour l'heure l'autorisation de la HAC. Loris Rouno, le vice-président de Repromed, s'est étendu sur la question au cours de son exposé. Carles Kitomé a été témoin de cette communication dont il nous propose un extrait. Nos journaux papier, c'est la radio, c'est la télévision. Alors, mais avec, les limites par rapport au site, c'est-à-dire quoi? Lorsque je veux peut-être publier, par exemple, un grand reportage, par exemple, dans un journal, je peux me permettre d'écrire et couvrir 3-4 pages de journal papier. Mais ici, pour le web journaliste, il a eu certaines contraintes qui fait qu'il doit faire un double effort pour être plus succinct, pour livrer l'information de façon plus résumée et plus directe.
Parce que celui-là qui est sur son site n'a pas peut-être le temps de passer 15 minutes pour lire un article. Il n'a pas ce temps-là. Donc il faudrait que déjà en 2-3 minutes maximum, le gars il a déjà lu ton dossier et tout ça. Donc ce qui fait que par rapport au style rédactionnel, alors le web journaliste se doit, d'accord, d'autres contraintes, d'accord, supplémentaires pour être plus succinct, d'accord, pour être plus concis et pour aller plus vite à l'information. Si on a constaté ces dernières années qu'il y a les web journalistes qui ont été beaucoup inquiétés, c'est parce que il y a le code du numérique qui leur sont appliqués, ce qui ne devait être pas le cas. Parce que si les choses étaient bien établies, le journaliste, d'accord, en tant que journaliste, il répond de ses actes par rapport au code de l'information et de la communication. Et tout ce qui est activiste, blogueur, en tout cas tout ce qui est non-journaliste, ne régit pas le code du numérique. Mais c'est parce qu'à un niveau donné, il y a l'amalgame qui fait que quand le journaliste écrit sur les réseaux sociaux, par exemple, le législateur a permis au juge d'avoir la latitude soit de lui appliquer le code du numérique parce qu'il a écrit via la toile. C'était un journaliste qui ne doit plus se retrouver alors, dans les liens de la justice. On ne peut plus priver le journaliste de sa liberté à cause de ses écrits. Et le code de l'information a été clair dessus. Alors au niveau du REPROMED, alors dans les tests du REPROMED, on est constitué. Dans le bureau du REPROMED, on a un secrétariat, d'accord, qui est spécialisé de l'autorégulation en notre sein. En Inter, l'Antarctique, un territoire froid et reculé qui faisait figure d'exception au coronavirus, a enregistré 36 cas de personnes testées positives au Covid-19, dont 26 militaires et 10 civils. L'annonce a été faite hier lundi 21 décembre 2020 par l'armée chilienne, alors que 76,7 millions de cas de coronavirus ont été détectés dans plus de 200 pays à travers le monde. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a reçu hier lundi devant les caméras la première injection du vaccin développé par Pfizer et BioNTech contre le Covid-19. L'objectif de ce geste est de demander à tous les citoyens américains de se faire vacciner. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de semaine à toutes et à tous.